The French women's national team is drawing attention with a new ad. Publicité, je sais pas si vous l'avez vu, elle est incroyable. Tem comercial que tá bombando, né? É sensacional. Best marketing I've ever seen. It is the most amazing thing I have ever seen. It's the best ad I've seen anywhere. The exact kind of thing that would go viral. Stop what you're doing and watch this right now. Ouais, c'est passé. Oh, oui, c'est passé. Oh, oui. Les Bleus qui reviennent dans le match. Et on a encore le droit de rêver. Oh, qu'est-ce que c'est que ce missile? Avec le pied droit. Ah, il va être direct. Ça va. Le centre entré. C'est ça, le football qu'on aime. Oh my God, it's so good. 2-minute video, the footage rewinds. The VFX are removed. It is in fact the elite French women's teams. Pegou futebol feminino. Et en réalité, ce sont les femmes de l'équipe de France. All right, mate, show me what I'm looking at. That tells me that women can't play like men, they can even play better. Bonjour, bonjour à tous. Pardon, j'espère que vous êtes réveillés, comme moi. Donc effectivement, j'ai pas de slides. Parce que je déteste les slides. Un, parce que je suis un créatif, et deux, parce que je trouve que quand il y a des slides, on ne se regarde pas, on regarde les écrans, et c'est un peu dommage. Le thème, c'est Blossom, c'est ça, hein? Donc c'est fleurir, éclore. Et donc je me suis dit qu'on pouvait peut-être commencer par mon job, pardon, je ne suis pas présenté, je suis créatif de pub. Et puis maintenant je me suis mué en entraîneur de créatif et un peu en patron d'agence. Et je me suis dit qu'on pouvait commencer par la fin. Je peux peut-être vous raconter comment une idée comme ça, ça naît, ça éclot, et puis après, ça se passe bien pour elle. Et puis ensuite, je me disais qu'on pouvait faire le chemin inverse, puis que je pouvais vous raconter aussi comment moi j'ai éclos. Parce que je crois que le but, c'est un peu de s'inspirer, de repartir d'ici un peu boosté. Et je peux vous dire que moi, sur la ligne de départ, je n'étais pas du tout plus fort qu'un autre, ni plus pistonné qu'un autre. Donc, comme quoi dans la vie, si on y croit un peu, de temps en temps, il peut y avoir des belles histoires. Donc, comment une idée comme ça naît? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, en gros, le principe de cette pub, c'était une pub pour Orange. Donc, nous, à l'agence, je travaille pour une agence qui s'appelle Marcel. Marcel, c'est le prénom du fondateur de Publicis. Donc, effectivement, c'est une agence qui appartient au groupe Publicis. Et un des très grands clients historiques de Publicis, c'est Orange. Et ils sont venus nous voir en nous disant, bah, écoutez, on est partenaire des équipes de France. Hein, donc, ils ne font pas de partenariat, ils ont un partenariat avec toute la Fédération française de foot. Donc, ils supportent autant les mecs que les nanas. Et ils nous disent, bon... c'est la Coupe du Monde, on est en France, on vient de gagner la Coupe du Monde chez les mecs, les nanas, il n'y a même pas de diffuseur. Voilà. Donc on aimerait montrer notre soutien à l'équipe de France. Donc comment ça se passe? À ce moment-là, je récupère la demande et puis ensuite je la transmets
à mes créatifs, aux créatifs de l'agence. Et puis ensuite, je les laisse faire. Et effectivement, ensuite, ils reviennent me voir, puis ils me racontent tout un tas d'idées différentes, dont celle-là. Et mon job, en gros, c'est avant, c'était de les trouver, et puis maintenant, c'est d'essayer de trouver la meilleure au milieu de plein d'idées différentes. Et celle-là, je l'ai quand même trouvée géniale. C'est les meilleures réunions, hein, c'est les meilleurs moments de ma vie professionnelle, c'est les meetings avec les créatifs. Parce que maintenant, avec mon job, je fais aussi plein de meetings avec des financiers, voilà. Je peux vous dire que les meetings avec les financiers, ça vous rajoute des couches de merde dans le cerveau, alors que les points avec les créatifs, ça vous donne du bonheur et de l'excitation pour une journée. En général, voilà, mon mentor était une femme, elle s'appelait Anne de Maupoux. Et Anne, quand on lui racontait une bonne idée, elle me disait toujours, une bonne idée, tu verras, toute la journée, tu as envie de la raconter à tout le monde. Ce qui était exactement le cas de cette idée. Parce que si on regarde bien, je la trouve géniale parce que c'est une idée de gros beauf, en fait, cette idée. C'est-à-dire que le raisonnement du créatif est très basique. Il se dit, ok, donc les gens ne matent pas le football féminin parce que c'est des nanas. Parce que c'est bizarre quand on regarde les statistiques, c'est aussi spectaculaire, c'est aussi technique, c'est aussi excitant. En fait, le seul frein à tout ça, c'est que c'est des nanas. Et le frein, on a fait des études, hein, le frein n'est pas un frein que de mecs. Les nanas aussi ne regardent pas le foot parce que c'est des nanas. Et donc il se dit, bon, à ce moment-là, on n'a qu'à enlever les nanas, on met les stars du foot à la place, puis comme ça, ils vont regarder. C'est aussi simple que ça. Mais souvent, les meilleures idées sont les plus simples. Et en fait, comment on se dit qu'on va y arriver? En fait, c'est grâce à l'IA. Alors, il y a zéro IA là-dedans. Zéro. Parce que l'IA, elle est incapable, pour l'instant, de faire ça. Et puis surtout, l'idée est de montrer la vérité. Là, tout ce qu'on montre, ce n'est que la vérité. Sinon, l'idée aurait été pourrie si on avait inventé des choses avec l'IA. Mais par contre, ce qui est très intéressant avec l'IA, c'est que elle permet à tout le monde de se dire, de toute façon, c'est possible, on va y arriver, il y a l'IA, donc on y arrivera. Donc bref, tout ça pour dire que le cheminement, il est là. On a cette idée, on se dit, bon, c'est quand même super, on va essayer de faire la vidéo la plus virale possible pour qu'un maximum de gens puissent la voir. Donc on aurait pu faire de cette idée un truc un peu technologique, un peu branché de la pub, etc. Non, au contraire, on s'est dit, on va faire ce que, je pense, vos enfants, mes enfants font, ils s'échangent des vidéos sur Internet. C'est ça qu'ils font toute la journée sur leur téléphone. Donc on s'est dit, on va faire ça. Et en général, ils s'échangent des best-of, des highlights. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a maté 500 heures de football féminin. C'est long, hein, c'est beaucoup de travail. Et on a fait un best-of de ça. À la base, on avait fait 4 minutes. Et puis ensuite, on s'est dit, mais comment on va faire techniquement? Il n'y a pas d'autre solution que du travail à l'ancienne avec des outils d'Adobe. Ouais, elle est bien placée, celle-là. Donc, c'est uniquement du VFX de base. Et ce qui nous a sauvés, c'est que le seul truc qui est un peu égal entre les mecs et les nanas dans le foot, c'est que les caméras, elles sont placées au même endroit. Quand il y a un match, les caméras, elles sont fixes,
C'est énorme. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rematé 500 heures de matchs de foot masculins pour essayer de trouver les plans qui sont filmés dans les mêmes angles que l'extrait qu'on avait fait de ces 4 minutes. Et ensuite, eh ben, c'est que du travail, c'est que de la sueur. Il faut effacer, image par image, tous les mecs, les remplacer, enfin toutes les nanas, et les remplacer par le visage des grandes stars de l'équipe de France, et puis ensuite modeler un peu les corps, etc. Et si on regarde bien la vidéo sur Internet, il y a encore plein d'imperfections. Il y a quelques personnes qui restent un peu transgenres encore dans le truc, parce que le boulot était absolument énorme à faire. Voilà, et puis ben, finalement, ensuite, quand à la fin, vous avez votre produit fini, etc., que vous le lancez, on ne peut jamais anticiper. On peut être fier de ce qu'on a fait, on peut se dire c'est une bonne idée, c'est super, etc. Mais jamais on peut anticiper un peu la jolie histoire qui est arrivée à cette campagne, puisque effectivement les gens l'ont adoré, se sont envoyés. Voilà, moi, tous les gens on va dire, du milieu me disaient c'est marrant, c'est la première fois que je reçois des pubs, pas par CP News ou Stratégie, mais par ma tante, ma cousine, ou même mes enfants. Donc voilà, donc c'était une jolie histoire cette campagne, qui évidemment nous a rendu un peu fiers aussi, parce que c'est un petit cocorico. C'est la campagne de l'année dernière, et qui a été élu numéro 1 au WARC. Et le WARC, c'est le classement de référence des campagnes de pub ou des agences de pub. Donc ça veut dire que c'était la pub numéro 1 de l'année dernière. Donc c'est bien, cocorico, elle est française. C'est assez rare. Voilà pour le petit truc orange. Je pense qu'avec un peu de recul, comment ce genre d'idées sont possibles, je pense que n'importe qui, c'est à la portée, je pense, de tout le monde. Bon, il faut quand même avoir quelques idées, mais c'est je pense, à la portée de tout le monde. Ce qui est important, c'est, je pense, pour une bonne idée, c'est qu'il faut créer les bonnes conditions, en fait, pour qu'elle naisse et pour qu'elle se fasse. Et souvent, ces bonnes idées, elles viennent quand même des bonnes agences. Et en fait, c'est parce que quand même, dans les bonnes agences, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que ça se fasse. Il y a les clients, c'est quand même la base. Et puis ensuite, il y a aussi les conditions plus intangibles, plus émotionnelles dedans, parce qu'on n'est rien sans les autres. Vous vous dites jamais je vais y arriver tout seul, c'est pas vrai, c'est totalement faux. On n'est rien sans les autres. Et pour faire ce genre de choses, il faut qu'il y ait à la fois des gens talentueux autour de soi, ce qui en général est le cas dans les agences, et puis il faut qu'il y ait cette énergie, cette envie, et le fait de se dire c'est possible. Parce que c'est sûr que si vous avez des idées de génie pendant 2 ans et qu'il n'y en a pas une qui voit le jour, à un moment, vous allez arrêter, vous allez les perdre, c'est normal, c'est humain. Donc je pense que la première des conditions, c'est de transmettre aux gens que c'est possible. On peut y arriver, en fait. On a beau être les derniers de la classe dans la plus petite agence, on peut y arriver. C'est possible. Ça, c'est quand même un truc hyper important, et ça a toujours été l'envie, le fait de se dire que c'est possible, c'est toujours ce qui a un peu guidé ma vie. Et du coup, je voulais vous raconter un peu comment moi j'ai éclos, parce que c'est marrant, il y a la personne qui m'a fait rentrer dans la pub qui est là, ici, brillant créatif, Axel Orliac, voilà, si vous ne le connaissez pas. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Il a fait beaucoup de pubs mythiques, moi qui m'ont en tout cas immensément inspiré.
Et du coup, c'est marrant, je voulais vous raconter un peu comment j'en suis arrivé là. Parce que vraiment, au départ, j'étais pas du tout destiné pour ce genre de truc. Je pense que d'abord, quand on a 18 ans, est-ce que quelqu'un savait vraiment ce qu'il voulait faire plus tard? Je suis content pour vous si vous saviez, pas moi. Et je pense que 95% des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire quand ils sortent du bac. Donc moi, je m'étais juste inscrit à la fac d'éco parce que je n'avais pas d'idée. Et évidemment, j'y ai passé un mois. Et puis ensuite, après, j'ai fait la fête. Parce que j'ai bien vu que la fac, c'était pas pour moi et l'économie encore moins. Et puis, en m'amusant, en fait, en faisant un peu un cadeau d'anniversaire à un pote, à l'époque, c'était magnétoscope. Je m'amusais à enregistrer les émissions de télé, toutes les conneries qui passaient à la télé, les documentaires, puis ensuite, je les redoublais. Ça faisait des trucs un peu drôles. Et j'avais fait une petite vidéo comme ça pour un pote. Et son père vient me voir et me dit « Ah, t'es créatif, toi, tu fais de la pub, etc. » Je dis « Ah bah non, je fais rien du tout, je suis à la maison, et je sais pas ce que je veux faire. » Et j'avais pas du tout pensé à l'idée, au fait qu'on pouvait être payé pour trouver des idées, quoi. Ah, je trouvais ça, mais c'était une révélation, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais... Bon, ça me branche, quoi. Enfin, je veux dire, si je peux y arriver, ce serait la vie de rêve, quoi. Donc du coup, comme j'avais coûté déjà beaucoup de pognon à mes parents, parce que passer un an à rien faire à Paris, bon, voilà, j'étais interdit bancaire, hein, ça c'est dit. Mais je me suis dit, il faut que, bon, je vais bosser un peu déjà dans les champs, faire les vendanges, etc. pour rembourser. Puis après, je vais m'inscrire dans une école de com. Et j'avais vu, je voulais faire concepteur-rédacteur. Concepteur-rédacteur, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation, il n'y avait pas vraiment d'école. Et donc, j'ai pris l'école la moins chère, avec le plus de stages. Et voilà. Et à mon premier stage, je suis tombé sur un rédacteur. C'était un master dans une école 4 ans. Le tout premier stage, j'étais avec un type complètement farfelu, mais que je trouvais assez brillant. Et il m'a dit, si un jour tu veux devenir un bon concepteur-rédacteur, il faut que tu ailles chez CLM BBDO. C'est l'agence qui forme les meilleurs rédacteurs et concepteurs. Ils sont tous passés par là. Donc, si tu veux, c'est là qu'il faut que tu ailles. Donc évidemment, je ne me suis pas dit que j'allais y aller tout de suite, parce que je me prenais pour un mec un peu bidon. Et donc pendant 3-4 ans, j'ai fait des stages dans des petites agences, à essayer de me débrouiller, à regarder, voilà, à apprendre sur le tas, jusqu'au jour où, en 4e année, je me suis dit, bon, ça y est, de toute façon, là, c'est mon dernier stage, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Et je réussis à avoir un entretien. Alors oui, important. Déjà, pour avoir des entretiens, je me suis dit, mais tout le monde veut aller là-bas, tout le monde veut aller dans les agences, ils doivent être harcelés de trucs, il faut que je fasse quelque chose de différent. Donc, la nuit, je prenais ma petite voiture, un sac de couchage, un annuaire, et je faisais la tournée de Paris des agences, et je me prenais en photo devant leur porte, et ensuite, je leur envoyais un message en leur disant « Recevez-moi, de toute façon, sinon je campe ». Donc, voilà. Ça n'a pas tellement marché. Mais j'ai quand même eu un entretien avec Axel Orliac et Laurent Dravet à l'époque, qui étaient très très grande équipe créative, des Lions d'Or, des campagnes géniales. Donc, je suis sûr que vous les connaissez mais vous ne savez pas que c'est lui derrière qui les a imaginés. Je fais mon entretien, puis je repars de là en me disant ils ont dû me trouver nul, ils ne vont jamais me prendre, il y a sûrement des gens bien plus forts que moi, bien plus doués ou bien plus pistonnés. Et
Et puis le soir arrive et je me dis, mais c'est quand même la chance de ma vie, c'était quand même ça que je voulais faire, c'était à cet endroit que je voulais arriver, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Je peux pas laisser passer cette occasion, quoi. C'est vraiment la chance de ma vie. Et donc je me suis dit, bon, ils vont me trouver nul en tant que concepteur-rédacteur, bah, c'est pas grave, je peux servir à plein d'autres choses que à faire de la créa s'il faut. Moi je m'en fous, je veux qu'ils me prennent en stage. Et donc j'ai pris mon appareil photo, j'ai appelé un pote, j'ai dit bah tiens, il faut absolument qu'on fasse des photos, allez on y va. Et j'ai commencé à imaginer tout ce que je pouvais faire autre que le job de concepteur-rédacteur. Donc je peux servir, je ne sais pas moi, à faire le café si vous voulez. Donc j'avais aligné 50 tasses de café que j'étais allé récupérer chez des copains, chez mes parents, etc. Je me prenais en photo avec 50 cafés, voilà. Et puis ensuite, après, bah, j'ai commencé à pousser le bouchon un peu plus loin, et voilà, je leur ai dit, bah, si vous voulez, je peux éliminer la concurrence. Donc je suis allé chez Publicis avec un collant sur la tête, une fausse mitraillette, évidemment. C'était une autre époque, hein. Je ne pourrais pas le refaire. Je ne pourrais pas le refaire là maintenant, ça c'est sûr. Voilà, et puis je suis travesti sur les champs, et puis à la fin, l'agence était CM, BBD, on n'a pas d'hymne, on n'a pas de photos. Oh là là. Agence absolument mythique, imaginée donc par Philippe Michel et Jean Nouvel. Et donc, l'agence était sur l'île Saint-Germain, sur un pont donc, au bord de la Seine. Et à l'époque, il y avait beaucoup de péniches délabrées, en mauvais état. Et leur idée, c'était de faire comme une péniche abandonnée. Donc c'est une espèce de vaisseau spatial qui a une forme de péniche, toute rouillée, mais faussement rouillée. Il y avait des gens qui passaient chaque année pour refaire la fausse rouille sur le bâtiment. Et ils avaient fait même un port, et ils allaient chercher les clients en bateau. C'est quand même une autre époque. Hein. Donc, bref. Et donc, du coup, bah, à la fin, je leur avais même dit, si vous voulez, je peux même me jeter à l'eau s'il faut, puis j'avais plongé dans la Seine, etc. Bon, puis ensuite, j'étais rentré, j'avais fait ma petite jolie mise en page, etc. Imprimé les photos, voilà, contre-collé, fait un petit joli paquet. Et puis, je me disais, bon, au moins, ça montre que quand j'ai une idée, je sais la décliner, je sais faire du concept, et ainsi de suite. Et puis le dimanche soir, eh ben, j'arrive devant CLM et tout ça, je cherche la boîte aux lettres, il n'y en a pas. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Donc je pose le petit paquet devant la porte d'entrée, à l'attention d'Axel Aurillac et Laurent Draguet. Voilà. Et puis, plus rien. Plus rien. Puis du coup, bah, je me disais, tant pis, je me démerderai dans la vie. Et du coup, je suis parti en vacances. Et puis, miracle, le 29 juillet, donc il faut quand même se mettre à ma place, j'ai fini l'école, j'ai pas le stage de fin d'études, et puis je suis quand même parti en vacances, parce que je me dis, bah non, c'est bon, je ne vais pas rester à Paris à me stresser. Et là, 29 juillet, coup de fil sur la plage, une plage des Landes, je crois, un truc comme ça. Et Axel Aurillac. 4 mois et demi après l'entretien. Au fait, je ne sais pas si on t'a dit, mais on te prend en stage. Tu commences lundi. Voilà, comme quoi les miracles, ça peut arriver. Et évidemment, il n'a jamais vu le petit paquet que j'avais fait pendant le week-end. Mais c'est pas grave. Moi, ça m'a plu faire ça pendant tout le week-end, et je vous recommande de faire les choses à fond, le plus possible. Ce qui fait toute la différence dans la vie, c'est l'envie. Et, sur la ligne de départ, il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux que d'autres. Il y en a qui ont plus de facilité, plus de choses. Mais je peux vous dire que sur la ligne d'arrivée, je l'ai vu, hein, ça fait 22 ans que je fais ce boulot-là, c'est ceux qui ont le plus envie qui passent la ligne d'arrivée en premier, parce que ça reste le moteur de tout.
c'est envie. Si vous avez envie de faire des grandes choses, si vous avez envie d'y arriver, eh ben, à un moment, vous y arriverez, c'est sûr. C'est la phrase que je crois que je préfère, si je devais mettre quelque chose sur un mur pour essayer d'être ma philosophie, je pense que ce serait cette phrase que j'adore qui dit ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Voilà. Et je pense que ça, si on vit avec cet état d'esprit, ça change tout. Voilà, ça change tout. Et puis, donc voilà, ça c'était pour mon petit parcours. Et puis ensuite, après, la seule chose qu'il faut faire, c'est choisir les gens avant l'argent. Ça paraît con, mais si vous voulez progresser dans la vie, normalement, il faut faire du bon travail. Et en général, le bon travail, on ne le fait jamais seul, on le fait avec des gens bien. Et donc, forcément, je vous conseille toujours de choisir les gens qui vous inspirent plutôt que le salaire qui vous arrange. Parce qu'à la fin, vous aurez les deux. Puisque normalement, mécaniquement, comme vous aurez été avec des gens qui vous inspirent, qui vous donnent, voilà, c'est un échange, la créativité, vous devriez réussir à avoir un bon résultat. Donc ensuite, normalement, quand on a des bons résultats, il y a des gens qui vous appellent pour vous donner plus d'argent. Voilà. Et si vous faites ça bien, normalement, vous pouvez même bouger avec les gens qui vous inspirent. Et ainsi de suite, et ça devient un grand cercle vertueux. Mais voilà, j'ai commencé mon éducation chez BBDO, et le mantra de BBDO, c'était The Work, The Work, The Work. Et c'est très vrai. À la fin, plus personne se souviendra de moi. J'espère qu'ils pourront se souvenir de quelques-uns de mes travaux. Voilà. Et ça, c'est le truc le plus important. Voilà, on m'avait dit qu'au niveau de l'inspiration, il fallait faire ça et qu'il y avait un peu de méthodo. Ça pouvait intéresser. Alors, moi, je peux vous raconter un peu ma méthodo, mais il y a autant de méthodo que d'êtres humains. Il n'y a jamais de recette secrète, parce que sinon, ça se saurait. Mais je pense que si, pour trouver des idées, il faut aimer la page blanche. C'est hyper important d'aimer la page blanche. Et chacun, on a des... je suis un peu obsédé par le temps. On a chacun notre propre temporalité. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus du matin, il y en a qui sont plus de l'après-midi, il y en a qui sont plutôt du soir. Et bien déjà, apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir à quel moment de la journée vous êtes le plus créatif, le plus productif. Et ensuite, il faut utiliser ce moment-là à bon escient, quoi. Donc moi, par exemple, je sais que je suis du matin, j'en ai pas l'air, mais je suis du matin, tout simplement parce que quand on est créa, en général, on ne s'arrête jamais de penser aux idées. On a toujours en tête, en fond d'écran, le truc qu'il faut trouver. Et en général, je sais que du coup, le matin, c'est super cool. Le cerveau, il a fait tout le travail à ta place pendant la nuit. Et du coup, le matin, il n'y a plus qu'à prendre le temps et ensuite à juste coucher sur le papier ce qui s'est passé dans la nuit, en fait. Mais ça, c'est ma méthode. Par exemple, j'ai passé pendant, je pense, 10-12 ans, tous les matins, je me levais quand j'avais beaucoup de travail, je me levais toujours à 6 h du matin. Et ensuite, j'écrivais de 6 h à 10 h, à peu près. Et puis ensuite, je commençais à perdre mon temps à l'agence. Mais au moins, j'avais travaillé avant. Et je pouvais arriver... je savais déjà que j'avais fait le boulot, presque, quelque part. Donc c'est chacun son truc. J'ai des copains, c'est le contraire. Eux, ils ont besoin que ce soit le soir. Ils commencent à être productifs à partir de 19 h ou de 20 h.
Ben, voilà, chacun s'adapte. Il n'y a pas de règle, mais le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer de vous connaître, essayer de vous comprendre. Et la temporalité est essentielle, quoi. Je pense que c'est vraiment essentiel. Et je finirai juste sur un dernier truc. Ça, c'était ma petite technique. Comme je suis un peu obsédé par le temps, et ben, nous, notre boulot dans les agences, il fallait présenter ces idées au directeur de création. Donc à l'époque, à la directrice de création qui s'appelait Anne Domoko. Ben, j'avais aussi analysé sa temporalité. C'est-à-dire que je lui avais présenté des idées à 10h du matin, je lui ai présenté des idées à midi, à 14h, à 17h. Et ben à la fin, je savais exactement la tranche horaire où elle était de bonne humeur. Et je vous garantis que ça marchait. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais un taux de validation de mes idées qui était mais à un point hallucinant. Et je leur ai présenté les mêmes idées. En fin de journée, je pense que j'aurais eu 20%, même pas. Voilà. J'espère que ça peut aider un peu, ça peut mettre le sourire, inspirer un peu. Puis je ne sais pas si vous avez des questions. Comme il n'y a pas de slide, c'est fait exprès. Donc on se regarde, qu'on échange, tout ça. Tu peux peut-être parler de Yuri, non? De Yuri? Vous connaissez pas Yuri? Yuri, c'est mon frère. Donc, moi, je suis concepteur-rédacteur. De base, je m'occupe des mots et de l'idée, enfin, on va dire sur le papier. Et je travaille avec Yuri Gerasimov, qui était donc le directeur artistique avec qui je travaillais. Voilà, ça fait 23 ans qu'on travaille ensemble. Donc, j'ai connu ma femme et mes deux couples, mon couple dans la vie et mon couple professionnel la même année, en 2003. Voilà. Et donc, je pense que ce qui est enfin, ça rejoint ce que je vous disais, quoi. On n'est rien sans les autres. Vraiment, vous dites jamais je vais y arriver tout seul. Ça ne marche pas, quoi. On a vraiment besoin de s'ouvrir aux autres, d'échanger, de rebondir, d'être dans quelque chose de très constructif. Moi, Yuri, c'est presque tout le contraire de moi. On n'a pas du tout on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu le même parcours, on n'a pas la même personnalité, mais on forme un tout qui est très cohérent, qui est très solide. Et du coup, j'ai l'impression que celui que je suis devenu, c'est aussi grâce à lui, et je pense que lui, celui qu'il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à moi, c'est parce qu'on a vraiment évolué l'un avec l'autre, et on a fait ce choix assez fort de rester toujours ensemble. Vous savez qu'à un moment, quand on grandit, on va dire, dans les échelons, il y a un moment, vous commencez à coûter cher à votre entreprise. Et un financier se dira toujours, peut-être qu'un seul des deux, ça pourrait faire le même boulot, ça me ferait 50% d'économie. Donc le choix qu'on a fait, quand je vous disais, choisissez les gens avant l'argent, je me l'applique à moi-même. Je sais très bien que si je choisissais l'argent, je gagnerais bien plus si j'étais tout seul que si j'étais avec mon pote. Mais ça, c'est un choix qu'on a fait ensemble. Et on sait très bien qu'on est moins bien payé que les autres, mais c'est normal, on est deux. On leur coûte quand même plus cher. Voilà. Et je suis très à l'aise avec ça. Et je vous rassure, j'ai de quoi bouffer, j'ai de quoi emmener mes enfants en vacances. Donc tout va bien. Merci beaucoup d'être là. Et je voudrais dire juste un petit mot, un dernier petit mot, c'est que j'ai vu aussi qu'il y avait Franck qui était là. Et Franck était le DA du premier rédac complètement louvdingue qui m'a branché sur CLM. On se souvient tous de Lothaire. Voilà. Ah oui, il s'appelait Lothaire en plus. Hein, déjà, il y a le prénom, quoi, tu vois. Il était très médiéval comme rédacteur. Est-ce que vous avez une ou deux questions? On va pouvoir en prendre que deux, malheureusement. Oui? Alors.
Merci beaucoup pour votre présentation très inspirante. Justement, j'ai une question à propos de l'inspiration. Comment est-ce qu'en 22 ans de carrière, 23 ans de carrière, on arrive à rester créatif? Comment est-ce qu'on arrive à renouveler ses idées, à rester dans l'air du temps? Alors j'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens autour de vous et que ça vous nourrissait énormément. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a des choses que vous conseillerez? Je dirais pas vivre dans sa grotte. En fait, encore une fois, voilà, c'est un peu un obsédé du temps. Je pense que, vous voyez, par exemple, une bonne idée. Moi, la première idée que j'ai eue, qui a eu un peu de résonance, ça s'appelait les fruits et légumes moches pour Intermarché. En gros, on mettait à l'honneur tous les fruits moches, décalibrés, etc., mais qui étaient tout aussi bons que les beaux. Et bien, typiquement, cet exemple, il est très juste. Je pense qu'on sortait cette idée 2 ans avant, personne ne la voyait, on la sortait 2 ans après, ça aurait déjà été sorti. Donc, je pense que le secret, c'est simplement d'être connecté avec son époque, juste d'ouvrir les yeux, d'être ouvert d'esprit, d'être curieux, et de continuer à voir ses potes, de continuer à se bourrer la gueule le jeudi soir, de discuter. C'est avant tout, on vit tous dans le même monde, hein. Donc si quelque part on est ouvert au monde qui nous entoure, normalement on devrait avoir assez d'inspiration pour pouvoir faire ce métier qui est finalement de délivrer un message, mais juste de trouver la bonne façon, ou le bon angle, ou la bonne tonalité, pour parler aux gens qui vivent dans le même monde que nous, en fait. Donc, je ne pense pas qu'il y a de méthode, simplement à rester dans sa grotte et rester arqué sur ses idées reçues, ça c'est sûr que ça va te mener dans un mur. L'IA, ça fait flipper, ça pourrait faire flipper plein de monde, hein. Ça en fait flipper plein de monde, ça va beaucoup nous bousculer à venir, mais il ne faut pas en avoir peur, parce que sinon, vous allez rester sur le bord de la route, quoi, comme on dit. Donc au contraire, juste, il faut être curieux, il faut échanger avec ça, essayer de comprendre comment ça marche, voilà, et puis essayer d'en tirer le meilleur. Mais évidemment, être fidèle à ses valeurs, parce que oui, l'IA, je ne suis pas pour que ça remplace les êtres humains, bien au contraire, je veux juste qu'elle soit au service de l'humain et pas l'inverse, quoi, qu'on finisse pas dans Terminator 2, quoi. Voilà.